Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Benjamin Watine et Seb Coinon, respectivement CEO cofondateur et CCO de SoWeFund. Moi, je me nourris de ça au quotidien, effectivement, je te l'ai dit, cette passion pour les entrepreneurs et de se dire qu'il y a plein d'autres gens qui vont être fascinés par des parcours, par des secteurs, etc. Et donc de pouvoir les connecter, et parfois ça se fait ou ça se fait pas. On a aussi des touristes, des gens qui tergiversent, qui disent finalement j'y vais pas, ou qui avaient promis 50K et qui vont mettre un zéro de moins. Donc évidemment, chez nous, les sales sont moins heureux, mais tu vois, c'est la vie. 10 ans après, on revient à nos premiers amours et on redevient la plateforme leader, pionnière du co-investissement dans l'innovation et dans les startups. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, on a dû, pour démocratiser, faire le job tout seul et être leader sur les opérations. Et maintenant, on est non seulement leader sur quelques opérations d'amorçage, mais notre modèle et notre positionnement assez différenciant par rapport au marché, c'est qu'on fait principalement du co-investissement. Co-investir en start-up avec des poids lourds. Zoom sur le crowdfunding dans cet épisode avec un des acteurs précurseurs en France, récemment racheté par Founders Future. Benjamin nous décrit le positionnement de SoWeFund des débuts à aujourd'hui. Nous parlons du processus de sélection des entreprises qui ouvrent leur capital aux clients de la plateforme, des sorties et bien entendu de la complexité du secondaire. J'ai invité Sébastien sur cet épisode en sa qualité non pas de podcasteur mais d'animateur de toute la communauté SoWeFund. Vous comprendrez ainsi comment le lien entre les investisseurs et les sociétés financées se tisse au fil des années. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Seb. Bonjour. Salut Solène. Alors, il y a une petite latence entre les deux voix puisque je n'ai qu'un micro aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on fera avec. Merci de me rejoindre pour faire un super épisode sur SoWeFund. Ravi de rentrer plus en détail. Avant ça, j'aimerais que vous vous présentiez rapidement à nos auditeurs. Allez Seb, tu commences ? Déjà, ça va pas du tout, t'as dit SoWeFund. Nous, on dit SoWeFund. Mais après, t'as le droit de me dire comme tu veux. SoWeFund, là. Écoute, donc moi, je suis aujourd'hui Chief Community Officer justement chez SoWeFund, que j'ai rejoint au 4e trimestre 2023. Donc, tu vois, ça fera une petite année après l'été. Et je vais t'expliquer un petit peu justement ce que j'y fais, comment on a délimité un peu les contours de cette mission avec Benjamin, ici présent, et Georges, son cofondateur. Et puis avant ça, tu le sais, puisque tu m'as déjà invité, tu m'as fait ce plaisir-là il y a 2-3 ans maintenant. Je suis un ancien journaliste, et donc je suis sorti des médias, on va dire, il y a 3 ans maintenant, 3 bonnes années. Et j'ai fait 2-3 trucs depuis. Donc j'ai participé à la création d'un fonds, type Pax Ventures, que tu connais. Bien, ouais. Notamment donc Sarah que tu as croisé, qui était dans l'équipe. Ensuite, j'ai lancé un podcast, comme toi, qui s'appelle T45, que j'écoute, hebdomadaire. Merci beaucoup. Bravo. Et puis voilà, donc j'ai rejoint SoWeFund, qui est maintenant l'essentiel de mon temps, et c'est un peu le fil rouge pour moi, puisque tu vois, sur BFM Business, j'étais pas du tout entrepreneur, et je le suis toujours pas, mais j'avais à cœur de vous recevoir. J'avais reçu Georges, tu vois, le cofondateur, avec Ben de SoWeFund, et voilà, cette passion pour ceux qui créent, ceux qui sont contre vents et marées, toujours à se relever les manches, à motiver, à attirer, garder leur talent, etc. Pour moi, c'est une mission à la fois incroyable et très très difficile. Donc j'ai beaucoup de respect pour eux. Donc ce fil rouge, c'est qu'effectivement, après Tech & Co, donc sur BFM, tu vois, j'ai eu à cœur de devenir, d'être dans le milieu de l'investissement, aujourd'hui dans la fintech, pour continuer à les accompagner, mais être un peu plus, tu vois, proche quand même des doueurs que je ne l'étais en tant que seul, on va dire, médium, tu vois, passe-plat, on va dire, qu'est un intervieweur, un journaliste, quoi. Ouais, voilà pour moi. Benjamin. Je confirme que c'est un doueur maintenant. Et j'aurais peut-être pas dû te laisser commencer à te présenter, parce que maintenant je dois passer après un journaliste qui a l'habitude de parler au micro. Ça ira, t'inquiète. Donc moi, je suis ravi d'être là. Moi, c'est Benjamin Watine. Je suis un des cofondateurs donc, de SoWeFund, cofondateur et CEO. J'ai 40 ans, papa d'un petit garçon de 6 ans, et très heureux. Et du coup, un petit peu mon parcours. J'ai eu un parcours assez traditionnel. J'ai fait une école de commerce, de la Chambre de commerce de Paris. J'ai fait de l'apprentissage. J'ai monté une première start-up un peu en sortant des études. C'était pas vraiment une start-up, mais qui était une société qui vendait des terminaux mobiles, des PDA communicants, avant les smartphones. Et j'avais été le premier importateur d'une
d'une marque qui s'appelait QTech, qui s'est transformée en HTC. Donc c'était vraiment assez incroyable. Et on avait aussi créé le Flybook, enfin importé le Flybook, qui était aussi le premier ordinateur communicant complètement fou. Et pour la petite histoire, on avait acheté le nom de domaine Flybook. Nous, on était 2 associés sortis des études. Parce que à l'époque, ils avaient oublié de déposer le nom de domaine flybook.fr. Pas mal. Du coup, ils ont été obligés de travailler avec nous pour le distribuer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à lancer notre boîte. On a fait un peu de distrib. La distrib, c'est très, très difficile. Les marges sont très faibles. On n'avait pas d'argent, pas assez pour le BFR. Bref, très belle aventure entrepreneuriale qui n'aura duré néanmoins que 18 mois. Après, je suis parti vers d'autres aventures. J'ai repris mes études. Et puis, j'ai travaillé pour les réseaux de business angels. Et puis j'ai intégré une société américaine qui s'appelle Angelsoft, qui s'appelle Gust, pour laquelle j'ai travaillé 4 ans et demi. D'abord en tant que responsable France, puis Europe, puis EMEA, parce que les Américains, l'Europe c'est la Russie, l'Afrique du Nord, tout le Moyen-Orient, L'autre tout ce qui côté est de l'Atlantique. Et donc, c'est à cette période-là que mon job, c'était d'accompagner justement ces réseaux d'angels, ces fédérations d'investisseurs et les fonds d'investissement à utiliser un outil de type SaaS pour améliorer leur processus de sélection et leur processus d'investissement. Ouais. Donc j'étais déjà bien proche de cet écosystème. Et dans ce cadre-là, un de mes clients, mais aussi que j'avais rencontré dans d'autres circonstances, eh bien, était Paris Business Angels et Georges, mon associé. La rencontre était le DG à l'époque de Paris D'accord. Business Angels, donc on se rencontrait à diverses occasions. Et puis en 2013, on a décidé donc c'est suite à cette rencontre, on a décidé de passer le pas. Moi, j'avais envie de créer une start-up, j'avais envie de devenir chef d'entreprise. Et puis on a eu cette idée avec Georges d'essayer de rendre accessible l'investissement. C'était l'époque du peer-to-peer, c'était il y a 10 ans ça, donc tu vois, ça commence à Top. monter un petit peu. Bon, c'était parfait comme présentation. Nickel, Benjamin. Alors, j'ai reçu des acteurs du crowdlending et du crowd equity. J'aimerais quand même que tu reviennes sur les principales différences et dans quel cas de figure certaines entreprises vont plus faire appel au crowd equity qu'au crowdlending. Ok, mais je peux même ajouter le don contre don. Il y avait aussi les premiers acteurs, c'était les Kickstarter, c'était les Ulule en France avec les Ulule et KissKissBankBank. Ensuite, il y a en effet eu le crowdlending, donc le prêt avec ou sans contrepartie, avec ou sans intérêt plutôt. Là, on a eu des beaux acteurs, donc je ne sais pas qui t'a reçu, si c'est Olivier que t'as reçu, Oui, j'avais eu Olivier, Goua, tout à fait. ou d'autres acteurs de chez Lendopolis. Là, ce qui est très intéressant, c'est que c'était à l'époque, en 2014, c'était la première fois qu'on pouvait mettre fin au monopole bancaire pour prêter de l'argent à des entreprises. Donc c'était ça la petite révolution. Et avec ce statut de IFP, pour pas rentrer dans les détails, on pourra revenir. Et puis il y a le crowd equity, donc l'investissement au capital des entreprises. C'est ça la grande différence. Donc d'un côté on prête, de l'autre côté on investit au capital des entreprises. Et donc je sais pas, tu veux que j'aille plus loin, à quel niveau ? Non, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui va plus encourager une entreprise, une start-up, une PME, à faire appel à du crowdlending versus du crowd equity ? C'est quoi la démarche derrière ? Alors déjà, on va souvent faire appel à du crowdlending pour donc essayer d'emprunter de l'argent. Mais pour emprunter de l'argent, il faut savoir qu'on ne prête qu'aux riches. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est ce fameux adage, ça veut dire qu'il faut avoir des fonds propres. Donc, les fonds propres, ça veut dire qu'il faut avoir un haut de bilan, il faut avoir des capitaux, il faut avoir suffisamment d'argent pour pouvoir investir. Et cet argent, quand on n'a pas les moyens de les mettre soit à titre personnel, soit que la banque ne veut pas encore nous prêter, eh bien, il faut aller le trouver auprès d'investisseurs privés. Et c'est là qu'intervient le crowd equity, puisque le modèle, le principe, pour l'entrepreneur, c'est d'aller chercher de l'argent en échange d'une part de son capital. Et donc, l'avantage, c'est aussi vis-à-vis du risque encouru, c'est que si son entreprise ne se développe pas, il n'a pas à rembourser ce capital. Contrairement à un prêt où tout au long de son parcours, il doit le rembourser avec intérêt. Maintenant, il cède une partie de son entreprise, donc il est obligé de laisser rentrer des associés. Il a aussi des obligations à ce niveau-là. Top. Alors, à partir du moment où tu investis dans ces sociétés-là, au bout d'un moment, tu veux récupérer tes fonds. Parfois, tu en as besoin peut-être plus tôt. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour le secondaire dans le crowd equity ? Alors, il faut rappeler en effet que dans le crowd equity, déjà, ça dépend de quel côté on se met, mais si on se met du côté de l'investisseur, quand on investit au capital d'une entreprise, déjà c'est hyper risqué, je suis obligé de le rappeler.
et on peut perdre tout ou partie de son capital, et il y a des risques de liquidité. C'est-à-dire qu'on peut ne jamais revoir son argent, même si l'argent est bien placé. Une fois qu'on a dit ça, c'est des horizons de placement qui sont de 3 à 5 ans minimum. C'est-à-dire que c'est rare qu'on sorte dans ces horizons-là. Donc c'est pour ça que c'est de l'argent dont on ne doit pas vraiment avoir besoin. Ça ne doit pas représenter plus de 5 à 10% de son patrimoine quand on est un investisseur. Et l'idée, c'est qu'on aille chercher des rendements qui sont beaucoup plus importants et intéressants que ceux du prêt, justement, et qu'on participe à des aventures un peu différemment dans l'économie réelle. Donc, ça veut dire qu'on est locked. Il y a pas, tu peux pas te revendre tes parts à quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, en effet, le seul moyen de sortir, il faut qu'il y ait un événement de liquidité. Ouais. Ces événements de liquidité, c'est soit un nouveau tour de financement auprès des différents acteurs. Donc on a levé des fonds, on relève des fonds pour financer sa croissance. Et dans le cadre de cette levée de fonds, on peut être amené à faire ce qu'on appelle du secondaire, revendre une partie de ses parts et essayer de céder donc ses participations quand on était le premier entrant. Ou ça va être le rachat par un industriel, ou ça va être l'IPO, bien sûr. peu le Graal. Donc en effet, à chaque fois, il faut qu'il y ait un événement de liquidité. Donc ça, c'est malheureux. Et évidemment, le Graal, la recherche par tous les acteurs du non-coté, eh bien, comme son nom l'indique, c'est de faire en sorte qu'il y ait une petite cotation en dehors, donc ce fameux second marché que tout le monde veut créer. Oui, tout à fait. Et là, d'essayer d'apporter des liquidités. Moi, aujourd'hui... Et spécifiquement, ça, je pense que c'est clair dans l'esprit de tout le monde, mais spécifiquement dans le crowd equity, dans les plateformes, est-ce qu'il y a parce que c'est de plus en plus mature, si tu veux, les gens commencent à bien connaître. Ouais. Et est-ce que du coup, les plateformes sont à même aujourd'hui de proposer ce genre de marché? Il y a des plateformes qui, d'un point de vue marketing, le proposent. Ouais. Moi, la réalité, c'est qu'aujourd'hui... Tu l'as jamais vu fonctionner? En fait, on l'a déjà fait, nous, Ouais. parce que de temps en temps, tu essaies quand même de trouver des solutions, mais c'est très, très ponctuel. Ouais. La difficulté... Techniquement, on a le droit de le faire au sein d'une même holding, par exemple. Donc, quand il y a plusieurs centaines d'investisseurs, ils peuvent décider de se racheter, se revendre. La réalité, c'est que pour qu'il y ait un marché et pour qu'il y ait de la liquidité, il faut beaucoup plus de monde, il faut beaucoup plus d'offres et de demandes. Et donc ça, c'est pas encore prêt. Ouais. Et en plus, ça devrait être multiplateforme, ce qui ne risque pas d'être le cas demain. Voilà, il y a encore du chemin. Maintenant, avec les initiatives de type blockchain, tokenisation des assets, il y a pas mal de choses qui sont passionnantes et intéressantes et à suivre, mais je pense que c'est pas du tout le bon momentum. Et je commence à connaître les momentum parce que je pensais que c'était le bon momentum il y a 10 ans pour lancer le crowdfunding, et il a fallu que j'attende 10 ans avant que ça parte vraiment. Donc je pense qu'on est un peu dans la même logique avec Top. la tokenisation des assets. Alors, un autre point, Seb, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais juste d'un mot, Je voulais effectivement. te donner la parole, justement, ça tombe bien. Ça nous ferait tous rêver, je suis d'accord avec toi, et on croit le voir des fois chez des concurrents, mais par définition, et Benjamin l'a très bien expliqué, on n'est pas sur quelque chose de liquide, et on est sur un actif non coté. Donc, donner, tu vois, un aspect temps réel où tu rentres, tu sors quand tu veux, ce serait joli sur le papier, mais très compliqué techniquement, réglementairement, et du coup, tu t'éloignes aussi, non pas de la philosophie, mais si t'es passionné par ça, il y a plein de trucs, et moi qui ai fait BFM Bourse il y a 15 ans, je sais de quoi je parle, mais on est sur d'autres assets, c'est pas la mentalité. Et pour revenir juste une seconde sur ton point, prêt versus action, là encore, il y a des concurrents qui le font. C'est pas dit qu'on le fasse pas, notamment, tu vois, sur les obligations convertibles, etc. demain. Mais c'est vrai que tu t'éloignes, là encore une fois, nous, de la façon dont on a pensé, et dont Ben et Georges, tu vois, se sont lancés il y a 10 ans, où on va en parler beaucoup là dans un instant, mais d'engager une communauté, de faire que, non pas ils sont loqués, comme tu l'as dit, c'est pas l'idée de les enfermer, mais qu'au contraire, ils soient engagés. Engagés, et que, parce que forcément, tu vois, nous, demain, on a une nouvelle idée ensemble, on va lever 500 000 euros, j'en sais rien, sur une plateforme quelconque, et dire t'as un coupon de X%. Les gens, ils vont surtout mettre parce que on a un track, parce que j'en sais rien, ils croient un peu au projet. Ils veulent surtout récupérer et leur capital et l'intérêt. Enfin, tu vois, le coupon au bout de 24-36 mois. T'es pas du tout dans la même logique que le crowdfunding, où soit souvent tu es déjà même utilisateur client
du produit et tu as envie d'accompagner, tu vois, la croissance de la boîte. On n'est pas tout dans une logique financière. Évidemment qu'on espère que ça fera une belle sortie des bons multiples et c'est le but. On va en parler aussi de notre sélection, de notre sélectivité. Mais tu vois, on n'est pas sur le même produit là, on n'est pas dans le même esprit. C'est pas le même mindset, clairement. Alors attends, regarde le micro. Oui. Vas-y. J'avais une question sur parce que toi tu as un œil très neuf sur ça de l'intérieur maintenant. C'est ça, je suis le petit jeune de l'étape. Voilà, mais je voulais savoir de ton point de vue, de ce que tu vois, c'est quoi la relation qui existe entre les investisseurs et les entrepreneurs? Alors moi, je vois, parce que j'ai vu sur le flux, il n'y a pas très longtemps, un des fondateurs de Pixmania qui parlait de sa campagne sur SoWeFund. Je ne reviendrai pas en détail sur cette campagne, n'est-ce pas? Mais j'ai trouvé ça sympa et je trouvais que tu avais une relation beaucoup plus personnelle avec ces investisseurs que tu ne le conçois dans un fonds, par exemple. Et c'est quoi, toi, ton son de cloche sur cette relation qui s'instaure entre la start-up qui demande à être financée et l'investisseur comme vous et moi? Moi, je me nourris de ça au quotidien, effectivement. Je te l'ai dit, cette passion pour les entrepreneurs et de se dire qu'il y a plein d'autres gens qui vont être fascinés par des parcours, par des secteurs, etc. Et donc de pouvoir les connecter. Et parfois, ça se fait ou ça se fait pas. Hein. On a aussi des touristes, des gens qui tergiversent, qui disent finalement j'y vais pas, ou qui avaient promis 50K et qui vont mettre un zéro de moins. Donc évidemment, chez nous, les sales sont moins heureux, mais tu vois, c'est la vie. Et puis d'ailleurs, on les invite, nous, à pas tout mettre sur le même pas mettre sur le rouge. Hein. Tu vois, tu as 100 000 euros à investir en 2024. On préfère que tu fasses ça sur 3, 4, 5 dossiers, que tu mettes tout sur un Pix ou que sais-je, tu vois. C'est la base. Donc, les investisseurs, si tu veux, même si t'as toujours un portrait robot et qui diffère en fonction des plateformes, ils viennent pour des raisons différentes. Certains vont être attirés par la défisque et on les comprend. Et en même temps, pour moi, ça doit être un peu plutôt la cerise sur le gâteau que ta motivation numéro 1, parce qu'on sait que par le passé, ça n'a pas toujours été des bonnes motivations, des bonnes idées. Et du coup, l'offre s'est adaptée, mais avec une sélectivité qui n'a pas été toujours à la hauteur et du coup des perfs qui n'étaient pas là. Donc, tu vas comprendre les aspirations de chacun. Évidemment, quand certains vont mettre un gros ticket, ils vont aussi avoir à cœur de communiquer, soit sur un webinar ou même en direct. Et nous, on se fait fort, tu vois, de les mettre en relation, de faire un quick call au moins, tu vois, 20-30 minutes sur un Zoom qui puisse se parler. Parce que on parle de sommes conséquentes, tu vois. Donc chez nous, comme tu l'as dit, c'est des gens comme toi et moi. C'est au mieux des micro-business angels. Donc, ça peut être des entrepreneurs, etc., qui ont fait fortune ou qui vivent bien, qui ont des flux d'argent, mais qui ne veulent pas mettre des sommes considérables. Surexposé, oui. Exactement. Et comme l'a dit Ben, tu vois, tu mets 5-10%. Et ça, d'ailleurs, c'est un sujet dans le sujet. C'est que moi, dans ma partie communautaire, je dois aussi faire de la pédagogie. Parce que contre aussi des petits camarades qui parfois sont un peu trop pushy, oui. C'est que tu vois un peu, si je fais une comparaison qui aura ses limites, mais tu vois sur des pays émergents qui sont passés de j'ai pas le téléphone à je passe au mobile, aujourd'hui on peut voir des plus jeunes, j'en sais 20-30 ans, aller directement sur des assets type crypto, etc., dont tu parles aussi souvent sur ce podcast, alors qu'ils ont pas d'assurance vie, qui sont pas propriétaires de leur résidence principale, etc. Bon, à brûler peut-être quelques étapes. Donc, on est là aussi, non pas pour évidemment les décourager, mais leur dire, voilà, t'en es où, etc. Donc, cette relation investisseur-entrepreneur, pour moi, c'est... Bon, évidemment, si on les adresse différemment, mais à un moment donné, il faut quand même qu'ils se rencontrent, quoi. Tout à fait. Merci, Seb. Alors, Benjamin, je voulais te demander un petit peu ce que vous avez maintenant sur la plateforme, comment ça fonctionne, et notamment, tu en parlais tout à l'heure, Seb, les due deals des startups qui passent sur votre plateforme. Déjà, je peux présenter un peu la plateforme. Ouais. Donc SoWeFund, nous, on l'a créé en 2014 avec Georges Duglietti. Le modèle, c'était d'être la première plateforme de co-investissement au capital de jeunes entreprises innovantes. Et pour la petite histoire, justement, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était l'origine, la genèse de SoWeFund, et qu'après avoir essayé de démocratiser au maximum l'investissement auprès des pouvoirs publics, auprès du grand public, des médias, 10 ans après, on revient à nos premiers amours et on redevient la plateforme leader, pionnière du co-investissement dans l'innovation et dans les startups. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, on a dû, pour démocratiser, faire le job tout seul et être leader sur les opérations.
Et maintenant, on est non seulement leader sur quelques opérations d'amorçage, mais notre modèle et notre positionnement assez différenciant par rapport au marché, c'est qu'on fait principalement du co-investissement. L'idée, c'est de rendre accessible l'investissement au capital des entreprises, mais aux côtés des professionnels. Donc, on va co-investir avec des fonds d'investissement, on va co-investir avec des top angels pour pouvoir apporter des éléments de réassurance. Donc, tu me demandais comment se passe le sourcing. Nous, grosso modo, notre job, il est simple, c'est d'un côté, on doit identifier et sourcer les meilleurs projets possibles, de l'autre, les présenter à notre communauté d'investisseurs. On va recevoir environ 2000 projets dans l'année. On va aller en chercher et sourcer 2000 de plus avec notre pôle d'analystes. Et sur ces 4000 dossiers, on va en présenter une quarantaine, allez, une cinquantaine maximum à notre communauté d'investisseurs, qui elle est composée de 130 000 membres. C'est elle qui va prendre sa décision d'investissement. Mais tu vois, ça représente un peu moins de... autour des 1% de taux de sélection. Donc on est très sélectif. On l'est d'autant plus que on se veut être un peu la plateforme la plus sélective justement du marché parce que depuis un an, et on en reparlera, on a intégré en plus le groupe Founders Future. Donc on appuie encore plus notre positionnement de plateforme hyper sélective et de plateforme de co-investissement. Et donc c'est principalement des dossiers qui sont présentés et qui ont déjà des co-investisseurs de renom à notre côté. On vient faire ce complément. On parlait de Pixmania, on ne va pas faire le détail du dossier, mais typiquement, c'est un dossier qui a déjà trouvé 11 millions. Et nous, on vient compléter le tour de table. Tu vois. Intéressant. Justement, est-ce que tu peux juste reparler du play, du rachat de Founders Future ? Est-ce qu'il y a une rencontre particulière ? Comment ça s'est fait finalement ? Écoute, pour faire l'histoire courte, grosso modo, on est nous-mêmes une start-up. Je t'expliquais en tant que le développement de SoWeFund s'est fait, donc nous on a été créé en 2013, 2014 on a notre agrément de CIP, le premier conseil en investissement participatif, donc on peut faire de l'offre publique de titres financiers, anciennement l'appel public à l'épargne. Et l'idée c'est que on a démocratisé, on a fait nos premiers deals, on a commencé à démontrer le modèle et après 6-7 ans, eh bien, on a eu le Covid. Petit temps un petit peu d'attentisme et puis c'est reparti plus fort c'est reparti encore plus fort et on a atteint la rentabilité, on a démontré le modèle économique parce qu'on a commencé à vivre nos premières grosses sorties aussi, donc nos investisseurs, ça nous permettait enfin de redistribuer les fonds de nos investisseurs et donc on s'est dit, c'était nos actionnaires également puisqu'on avait des actionnaires. On s'est dit, c'est le moment d'essayer de trouver et de créer un événement de liquidité dont on venait de parler juste avant. Ouais. Et donc, on a commencé à réfléchir et à essayer de faire de rencontrer un certain nombre d'acteurs. Et c'est une rencontre qui a été justement une mise en relation faite par un de nos board members, qui s'appelle Didier Vallée, que je remercie aujourd'hui. Qu'on salue bien. Et qui nous a mis en relation avec Marc Ménassé, qui était lui-même à un board. Ils étaient dans un board en commun. D'accord. On a rencontré Marc, écoute, on a trouvé énormément d'alignement, d'intérêt, et notamment, on sait que c'est un métier d'offre chez nous, vraiment l'investissement au capital, le non-coté, l'investissement dans les startups, il faut les bonnes startups. Si tu as une bonne startup, normalement, tu devrais trouver les investisseurs. Et on a vu en Founders Future, Marc Ménassé et les restes de ses équipes, une super alliance parce que dans son portefeuille, il y a des boîtes comme Lydia, des boîtes comme Yuka, 900 Care, et j'en passe. Et beaucoup de boîtes en plus consumer qui sont particulièrement intéressantes pour le monde du financement participatif, justement parce qu'elles peuvent engager des communautés. Et donc, on a vraiment trouvé un alignement d'intérêts tous ensemble. Ça, plus l'expertise, plus les moyens qui sont mis en place, voilà, plus l'événement de liquidité à créer. Tout ça, ça fait un alignement de planète et maintenant un vrai second souffle pour SoWeFund. Et une très très belle nouvelle aventure. Top. Alors je vais revenir sur la communauté, Seb. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, parce qu'il y a une communauté d'investisseurs, tu as une communauté de start-up, il y a plein de différents stakeholders, satellites autour de SoWeFund. Donc comment est-ce qu'on anime toute cette communauté ?
Écoute, déjà la communauté, elle commence par, j'ai envie de dire, et Ben, je pense que j'espère que tu boiras mes paroles, par les employés, les salariés, enfin la team So We Fun. Donc moi, j'ai à cœur, tu vois, de bosser avec eux au quotidien. Et tous, c'est-à-dire évidemment Georges et Benjamin, mais ça va être les sales, donc relations investisseurs chez nous, ça va être le market, ça va être la data, ça va être évidemment l'analyse. Tu vois, j'ai de la chance d'être au comité d'investissement tous les lundis où on prend pas, et c'est souvent un crève-cœur parce que Ben, lui qui est entrepreneur, repeat founder, il te l'a dit, on a envie d'y croire à chaque fois, même quand c'est compliqué, même quand il y a un peu de brume, etc. T'as toujours envie d'y croire. Or, quand tu prends même pas 1%, enfin tu présentes même pas 1% à ta communauté les dossiers que tu reçois, c'est-à-dire que tu passes ta vie à dire non, c'est non ou pas tout de suite. Et donc c'est dur. Donc, notre communauté, on va dire la team So We Fun, parce que j'estime que voilà, c'est nos premiers clients, entre guillemets, tu vois. Après, et donc ma fonction est très, très transverse. Ensuite, les entrepreneurs, j'avais déjà ce réseau avant, et donc il faut l'entretenir, le développer, pour pas qu'ils aillent notamment faire des crowds chez les petits camarades. Donc les convaincre de faire un crowd, c'est de moins en moins dur, mais en revanche, effectivement, on est face à des crowdcubes, face à d'autres. Et donc, il faut expliquer comment on fonctionne, que nous, on fait que du crowd equity, quand d'autres vont aller sur l'immobilier, sur d'autres thématiques. Donc, c'est notre spécialité. Ça peut être un talon d'Achille quand l'IMO était comme ça, parce que tu connais aussi l'aversion des Français pour le risque et leur amour de la pierre et des trucs tangibles. Pas que les Français, d'ailleurs. Pas que les Français, t'as raison. Et alors, depuis 2 ans, c'est un peu moins vrai, donc on a des vents dans le dos. Et puis, dernier point, effectivement, les investisseurs, parce qu'on a 130 000 chez nous personnes inscrites, tu vois, plusieurs dizaines de milliers qui sont actifs, qui mettent en moyenne un peu plus de 2 000 euros par projet. Donc ces gens-là, moi, il faut que je les adresse. Il faut qu'effectivement, j'organise des webinars pour eux pour présenter nos dossiers. Il faut qu'on crée les événements. On fêtera bientôt nos 10 ans. On leur fait des petits déjeuners, tu vois, pour qu'ils se rencontrent, qu'ils rencontrent les entrepreneurs, qu'ils rencontrent Ben et Georges en disant, tiens, est-ce que vous allez faire ci? Est-ce que vous allez vous intéresser à tel ou tel secteur? J'en ai pas vu récemment sur la plateforme, etc. Un exemple qu'on peut te donner, c'est mon petit placement. Donc c'est plus simple pour nous parce que c'est toujours compliqué de parler de dossiers qu'on peut encore closer. Mon petit placement, ça y est, c'est fait. Très belle success story d'ailleurs. Ouais, tu vois, c'est une FinTech à Lyon qui invite ses clients, il en a plusieurs dizaines de milliers, à mettre une somme de départ, mais surtout après à cagnoter, à mettre tous les mois 100, 200, 500 balles en fonction de tes moyens, sachant que les petits ruisseaux font des grandes rivières, pour profiter d'un marché qui monte, ou à l'inverse des creux de marché, le fameux DCA que tu évoques toutes les semaines presque sur ton podcast. Et donc, non, je ne fais pas de conseils. Attends, fais gaffe. Non, mais c'est un je conseil. Ne conseille personne. Pour le coup, qu'on peut donner à tout le monde. Tu vois, c'est assez objectif. Oui. Et puis, donc voilà, si tu veux, nous, on s'est croisés. Un peu avant d'ailleurs que je rejoigne Ben chez So We Fun sur mon podcast, sur T45. Et puis quand il a appris que je tombais dans cette industrie-là, lui il me dit, tu sais, ça fait quelques temps qu'en fait je sonde, que j'ai sondé 1 ou 2 fois via des typeforms, j'en sais rien, newsletter. Sur 50 questions, 1 ou 2 glissées sur un crowd. Tiens, au fait, si vous pouviez monter à bord, si vous pouviez prendre part à l'aventure, est-ce que ça vous tente, ça vous excite? Pas du tout. Ouais. Et en fait, il voyait que ça répondait positivement. On parlait, tu vois, de carotte fiscale, où on a maintenant plusieurs couches, tu vois, le fameux dispositif Madelin, donc l'IR-PME, où tu défiscalises 18% de la somme investie sur ton IR de l'année en cours, donc l'année d'après. Et maintenant, c'est 30-50%, même avec le dispositif dit Madelin, qui est dans le budget 24. Ouais. On espère que il sera pas trop toiletté dans les prochains mois, puisqu'on est dans une phase électorale quand on enregistre là. Et je pense que peut-être qu'une certitude demeurera après ton enregistrement, après notre enregistrement. Et donc, du coup, tu as ce match, effectivement, sans carotte fiscale, puisque les fintechs, tu le sais peut-être, sont exclus de ce type d'avantage, qui pour nous a été extraordinaire, parce que on a fait notre levée record. On pense d'ailleurs, on dit dans le top 10, mais peut-être que c'est la plus grosse levée ever, parce que le problème, c'est que on compare des choux et des carottes, etc. Donc, on a même, en allant voir l'association de financement participatif ou Mazars, qui est le cabinet qui est un peu expert là-dessus, on n'a pas réussi à avoir les chiffres exacts, mais a priori, même sur les doigts d'une main, il n'y en a pas d'autres qui ont réussi à lever autant d'argent et surtout en si peu de temps. En tout cas, on parle de plateforme française, tu sais que c'est plafonné à 5 millions, donc tu ne peux pas faire plus. Et donc, mon petit placement, on a préparé la campagne avec eux.
En 36 heures, il y avait 2 millions, 3 millions de réservations. Et in fine, 3 semaines après, parce qu'il faut que les gens fassent leur KYC, il faut que les PE, etc. soient débloqués. Donc ça prend toujours un petit peu de temps. 3 semaines après, il avait 4,2 millions sur son compte. L'ami Thomas donc de MPP, enfin sur son compte, pas sur son compte à lui, sur le compte de MPP. Et oui, ça a été une magnifique story en quelques semaines parce que vrai engagement de la communauté. Tu fais un webinar, il y a 1500 personnes présentes. Il a logé 2600 personnes dans le SPV, dans la holding. Donc, autant d'ambassadeurs, tu vois, qui vont chanter les louanges de MPP du matin au soir, à la machine à café, au barbecue, à la piscine cet été. Ça, il y a une forme de fierté. Il y a une forme de fierté de savoir que tu es un micro-actionnaire dans une boîte comme ça. Hyper fier et très accessible, puisque je te l'ai dit, tu vois, c'est des gens qui mettent 100, 200, 300 euros par mois de côté pour investir. Là, il a laissé rentrer. Nous, on fait toujours un petit effort pour maximiser un peu ce ticket d'entrée, parce qu'on sait que plus tu le mets bas et plus tu vas un peu écraser ta campagne. Bon, on s'est mis d'accord sur 500 euros. C'était donc le ticket d'entrée pour rentrer chez MPP. On est hyper fiers de cette campagne et on est ravis d'accompagner nos entrepreneurs tels que Thomas et ses boîtes avec une communauté hyper engagée. On a eu un autre très bel exemple aussi, justement, avec des fonds, puisque ces boîtes-là ont levé des fonds, il faut le rappeler. Tout à fait. Par ailleurs. Exactement, par ailleurs. Et on vient compléter une campagne, donc 4 millions qui viennent compléter 6 millions juste avant pour MPP. Et là, on a complété il n'y a pas très longtemps aussi sur une Campsider qui, lui, voulait lever 400 000 euros au début auprès de sa communauté et qui en a levé 1 million en quelques semaines aussi, et aux côtés encore de fonds d'investissement. Top. Comment on gère le service après-vente parce que tu as une communauté d'investisseurs hyper investis et parfois, quand tu es investisseur dans une boîte, souvent, moi je sais que pour moi, je suis content d'avoir des nouvelles dans des participations que j'ai prises. Donc comment est-ce que vous accompagnez le suivi, sachant que tu vas pas avoir une valo mise à jour toutes les 5 minutes, quoi. C'est bien normal que tu veuilles des nouvelles et c'est essentiel d'avoir des nouvelles parce que, surtout si ça va mal en plus, tu seras beaucoup plus encline à accepter que l'entreprise aille pas très bien et t'annonce la mauvaise nouvelle si elle t'a expliqué au fil du temps et au fil des mois et des ans pourquoi ça va pas bien. Alors que si tu reçois un coup de fil ou même pas un coup de fil, un email comme quoi la boîte est liquidée et que tu n'as jamais eu d'échange, ça va être compliqué et tu vas plus nous faire confiance ni à la plateforme, mais l'entrepreneur, plus jamais ever. Donc évidemment, on recommande aux entreprises, nous, le modèle est assez simple, il y a des engagements qui sont pris, que ce soit dans le pacte d'actionnaires ou dans nos conventions de règlement, nos conventions de business, sur le fait qu'il y a un engagement de la part des entrepreneurs déjà à reporter. En plus de ça, une de nos spécificités, c'est qu'on est, nous, au comité stratégique de chacune des entreprises qu'on finance. Ok. Presque toutes. Ça dépend des montants investis, mais généralement toutes. Si on nous laisse une place, quand on représente un montant trop peu significatif sur le tour de table, évidemment, on ne va pas nous laisser une place au board, mais on essaye de l'avoir à chaque fois. Et donc ça nous permet aussi d'avoir un lien plus important, plus proche des fondateurs et d'être toujours de se tenir au courant. Et puis enfin, il y a l'enjeu de produits où chaque actionnaire sur SoWeFund va avoir accès à son espace actionnaire, son portfolio, et va pouvoir avoir accès à ces fameux reports qui sont évidemment contractuellement réglés, mais la réalité c'est qu'il faut courir après les entrepreneurs, et donc on a des people chez nous dont le job c'est courir après l'entrepreneur. De courir après l'entrepreneur et de l'accompagner aussi dans la rédaction et de ces reportings, parce que non seulement il faut faire des reportings transparents, mais en plus il faut faire des reportings digestes pour que tout le monde puisse les comprendre. Oui, tout à fait. Toi, Ben, tu vas être plus sur la partie avec Georges aussi juridique, technique, board member, etc. Quand à l'analyse ou même des gens comme moi, on va aller chercher des infos, animer cette communauté, aller les voir, j'en sais rien, à Vivatech, les inviter à nos events, organiser des webinars de suivi, tu vois, au moins annuels. On l'a fait récemment avec Équateur, on l'a fait avec Axioma. Donc c'est des gens, tu vois, qui ont fait 2-3 tours parfois chez nous, dont le premier véhicule parfois est déjà sorti. Donc on a rendu l'argent x2, x4, x5 aux investisseurs du premier véhicule. Axioma, tu vois, on se retrouve à 200 sur une visio d'1 heure, 1 heure et demie. Chacun pose ses questions. Globalement,
99% toujours très bienveillantes, tu vois, ils sont très contents d'avoir des infos, que le PDG soit là en live. Ouais. En l'occurrence, Axioma, tu vois, c'est une agritech. Anthony, il descendait quasiment de l'avion d'un voyage présidentiel avec Macron au Brésil. Et alors, il ne t'a pas raconté son voyage, mais tu vois, il nous a raconté, updaté où est-ce qu'il en était, ses concurrents, en nous expliquant aussi pourquoi parfois il partageait moins d'infos, parce que ça commençait à être un petit peu sensible au niveau justement de la concurrence, et d'investisseurs aussi professionnels qui parfois sont toujours, tu les connais aussi bien que nous, dans le vivant heureux, vivant caché, mais qui n'avaient pas de poussière sous le tapis, bien au contraire, que c'était plutôt pour des bonnes nouvelles, Ouais. ou qu'on allait nous décaler peut-être certaines infos de 3 ou 6 mois, parce que là, ça commence à être sérieux quand tu vois, t'es en pré-IPO ou sur des appels d'offres face à des énormes boîtes qui pèsent des milliards. On comprend que l'info Ouais. vaut de l'or, quoi. Exactement. Super. Écoutez, c'était hyper intéressant. J'aimerais juste avoir un petit avant-goût de vos prochaines étapes chez Sowi Fund. Ben, je continue ou pas? Comme tu veux. Hein. On a plein de projets, puisque, comme je te le disais, on est hyper content là depuis bientôt 1 an qu'on a intégré le groupe Founders Future. On a beaucoup de très beaux sujets, on a beaucoup de recrutements en cours, donc on a beaucoup recruté. On est passé d'une équipe de 15 à bientôt bien 20-25 personnes. Donc tu vois, c'est très important par rapport à la taille de la boîte. On est en train de retravailler le produit. Donc on est en train de refondre toute notre plateforme. Donc on va avoir un nouveau site dans peu de temps. Et puis après, il y a ce que tu as un petit peu teasé, Seb, c'est qu'on est en train de travailler sur des nouveaux produits. L'idée est de pouvoir apporter toujours plus de diversification à l'investisseur, même si nous, on est vraiment spécialiste du financement et de l'innovation, on ne va pas se faire de l'immobilier. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir proposer évidemment des obligations convertibles, ce qu'on a déjà fait auparavant, mais peut-être le faire un peu plus, des obligations simples, toujours pour financer les entreprises. Et surtout, et ça, on le prépare et on l'annoncera. On aura des belles annonces à la rentrée, mais ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, on adresse une communauté toujours plus grandissante d'investisseurs privés, et on veut, puisqu'on est sollicité de plus en plus, adresser une communauté un petit peu plus, on va dire, high net worth, donc aller chercher plus de familles, plus de personnes issues du monde des CGP. Ouais. Et on sait qu'on va devoir travailler et on va travailler de plus en plus avec ces acteurs dans ces prochains mois. Merci beaucoup. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais t'es pas obligé, hein. Non, mais on va, avec Ben et toute la team, on va essayer de profiter de, même s'il y a de l'incertitude, etc., on l'a dit, politique, et assez, pas que franco-français d'ailleurs, mais de profiter quand même de cet alignement de planète où tu as des levées qui sont parfois plus difficiles pour les entrepreneurs, qui prennent plus de temps, des investisseurs professionnels qui ont parfois moins de poudre au sec ou qui vont se concentrer sur leur portefeuille existant. Et donc, une offre qui est là, qui n'a jamais été aussi pléthorique de plateformes, face à elle quand même une demande d'investisseurs particuliers au sens large qui à cœur de financer cette économie réelle. Et donc, au-delà de l'engagement de la communauté qu'on a évoqué, tu vois, parfois, ça leur parle plus, d'investir dans un MPP, un Pixmania, que d'acheter une action Orange ou Tesla, qui est un petit peu, non pas virtuel, mais bon, t'étais très très loin de ça. T'as aucune voix au chapitre par définition. Donc voilà, ça va être le but de monter un peu en quantité et surtout en qualité et d'améliorer toujours. Moi, j'ai à cœur l'UX de l'entrepreneur, qui est mon premier client, qui puisse nous appeler quand il veut, s'il y a un bug, s'il a une question, si tel virement de tel gros client est passé, est-ce qu'il faut le relancer, patati patata. Ça, c'est super important et c'est aussi notre quotidien, parce qu'évidemment, tu as tout ce qu'on voit, et comme tu le sais bien, il y a tout ce qui ne se voit pas, qui est généralement un peu plus complexe, et voilà. C'est clair. Un peu notre lot quotidien. Merci beaucoup. Alors, mon mot de la fin, Seb, tu le sais, c'est toujours un bouquin, parce que je suis un bookworm, je bouffe du livre, donc qu'est-ce que tu aimerais nous recommander aujourd'hui? Peut-être pas forcément un bouquin, peut-être que tu n'aimes pas lire, ou un podcast. J'aime bien lire, mais je ne lis pas beaucoup, malheureusement. Un peu trop de bandes dessinées, peut-être. Mais si J'adore aussi. Si je devais choisir j'aime beaucoup les bandes dessinées de mon ami Xavier d'Horizon. Donc le 3e Testament, ce type de bande dessinée. Mais si je devais recommander un livre, je recommanderais
Le dernier que j'ai lu, qui est Ce que le jour doit à la nuit, de Yasmina Khadra, et parce que c'est juste très poétique, magnifique, extrêmement bien écrit. Donc pour ceux qui n'aiment pas beaucoup la lecture ou qui n'ont pas le temps de beaucoup lire, c'est une super, c'est très poétique, très belle histoire et le moyen d'en apprendre beaucoup plus sur l'Algérie. Merci beaucoup, Benjamin. Seb, t'es inspiré ? Écoute, je suis pas un grand lecteur non plus, mais là pour cet été, ça peut être pas mal. Je sais pas quand est-ce que tu nous diffuses, donc si c'est le 30 août, désolé, mais bon, il sera jamais trop tard pour bien faire. J'aime bien le dernier Alain Damasio, donc pour ceux qui aiment la science-fiction, la SF, et ça se passe justement à SF à San Francisco. Ça s'appelle La Vallée du Silicium. Ah, je l'ai lu. Tu l'as lu ? Très sympa. Ouais. Non, tu valides pas ? Non, si. Okay. Ouais, il tout à fait. Il est bien perché, mais c'est sympa. Ouais. Non, il est top. Je l'avais entendu sur un podcast, tu vois, cette recommandation de bouquin. Ah, bah écoute, et voilà, non, bah, donc, moi, non. comme généralement, je suis les recommandations de podcasts que j'écoute. Désolé, donc il faut que j'en trouve un autre. Non, mais sinon, en podcast, tu les connais tous. Hein. Bon, Tech 45 d'Iben, c'est sympa. Et donc, outre Tech 45 et Finscale, mais a priori, les gens sont là déjà, donc ils sont convaincus par toi. Non, ça peut être un Silicon Carnet de l'ami Carlos Diaz. Qui est top. Qui fait une super série cet été là, avec plein de gens. Et je suis pas dedans, donc tu vois, je fais pas de promo. Tu passes dessus. Oui, mais je veux dire, je suis pas dans la série de cet été, qu'il enregistre chez Exa, je crois. Et puis, non, mais dans la FinTech, il y a Finari, Mounir. Ouais. Moi, je le regarde sur YouTube. Ouais, il cartonne sur YouTube. Ouais. Et puis, il y en a plein, quoi. Dans ton domaine, on va pas non plus faire de la pub pour la concurrence. Hein, donc, voilà. On va éviter. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir. À nous aussi, plaisir partagé. Et à bientôt. À très bientôt. Ciao. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!